Merci Madame la Présidente, chers collègues. Pour cette reprise de nos travaux, nous examinons ce matin ce qui est, je crois, un beau projet de loi, le projet de loi Économie sociale et solidaire, adopté en première lecture en novembre dernier au Sénat. Ce projet de loi était particulièrement attendu par les acteurs du secteur. Il était débattu depuis plusieurs années et il faut souligner, je crois, qu'il s'inscrit dans un contexte international important, car ces dernières années, plusieurs pays se sont dotés de lois sur l'économie sociale et solidaire et son développement, loi cadre en Espagne, au Portugal, au Québec, en Amérique latine, dans plusieurs pays d'Amérique latine. À noter également, c'était important je pense de le souligner, que plusieurs parlementaires de notre commission sont particulièrement investis sur les questions d'économie sociale et solidaire. Je voudrais mentionner que notre collègue Christophe Cavard a été périodiquement transféré à la commission des lois pour être rapporteur sur avis de ce même projet de loi. Et je voudrais également souligner les travaux de notre collègue Francis Vercamer qui, il y a quelques années, a produit un rapport sur le sujet. L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre qui, selon moi, est au cœur de cet autre modèle de développement que nous appelons de nos voeux, en ce que l'économie sociale et solidaire est un modèle dans lequel le projet, et non le profit, est bien l'objectif premier de l'entreprise, dans lequel la personne prime sur le capital, dans lequel la démocratisation de la sphère économique importe. C'est un mode d'entreprendre qui a le souci du durable dans sa gestion comme dans son rapport au territoire. Au-delà de ces valeurs, l'économie sociale et solidaire, alors on l'appelle ESS, ce qui permettra aussi d'aller un peu plus vite, donc j'utiliserai assez régulièrement cette abréviation unanimement reconnue. L'ESS a donc aussi un poids économique primordial. 10% des salariés français travaillent dans ce secteur, qui continue de recruter malgré la crise, et les emplois créés sont par ailleurs souvent des emplois non délocalisables. C'est important aussi de le souligner. Avant d'en venir à la présentation détaillée de quelques éléments de contenu du texte, je voudrais évoquer deux enjeux auxquels pour moi répond ce projet de loi. Le premier enjeu, c'est celui simplement de la redéfinition d'une politique publique de l'économie sociale et solidaire. En effet, ces dernières années, il n'existait pas de politique cohérente et globale en direction de cette économie, pas non plus de stratégie de développement. Je crois qu'avec ce texte, nous posons des bases qui permettront de réinventer et redéfinir les contours de cette politique publique en faveur de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième enjeu auquel répond à mon sens ce projet de loi, c'est celui de faire franchir à l'économie sociale et solidaire une nouvelle étape, de lui permettre de ne pas demeurer marginale ou comme un supplément d'âme par rapport au modèle capitaliste dominant, mais bien de prendre une ampleur vraiment supplémentaire et de parvenir à un changement d'échelle de ce modèle économique. Le projet de loi dans sa globalité comporte 53 articles. Il traite de la question de la reconnaissance du secteur et de son organisation. Il rassemble plusieurs leviers pour son développement et il présente enfin des dispositions spécifiques aux différentes familles de l'ESS. Si la Commission des affaires économiques s'est saisie sur le fond et a désigné notre collègue Yves Blin, rapporteur du texte, il est notable que ce projet de loi a suscité, on pourrait dire, un engouement sans précédent, je ne sais pas, mais un engouement majeur au sein des autres commissions de l'Assemblée, puisque celles-ci se sont toutes saisies, à l'exception de la commission de la Défense, sur ce texte. La commission des affaires sociales s'est principalement saisie sur les premiers articles qui définissent le périmètre de l'ESS, sur les marchés publics, sur les dispositions relatives à la transmission d'entreprises, sur les questions liées au droit du travail et sur la coassurance. Il s'agit, je dois bien le dire, d'un périmètre assez technique et c'est pourquoi je crois que le débat public, enfin le débat en séance publique, complétera utilement cette séance en commission pour permettre d'aller au bout des nombreux débats et des nombreuses dispositions présentées dans ce texte important. Concernant les premiers articles consacrés à la définition du champ de l'ESS et à la structuration des politiques qui y concourent, le choix qui a été retenu est celui de ce qu'on appelle une vision inclusive de l'économie sociale et solidaire, ce qui signifie qu'en plus des acteurs historiques statutaires, associations, mutuelles, coopératives, fondations, il est de donner la possibilité aux sociétés commerciales ne relevant pas d'un statut historique de l'économie sociale de faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'ESS, sous réserve de certaines conditions relatives au but qu'elles poursuivent, à leur gouvernance, à l'utilisation qu'elles font des bénéfices pour le développement des activités, à la mise en réserve, à l'encadrement de la répartition des bénéfices et à la poursuite d'un objectif d'utilité sociale. La nouvelle définition de l'ESS et la valorisation de ce mode d'entreprendre doit en permettre le changement d'échelle que j'évoquais tout à l'heure, tout en garantissant la cohérence et la fiabilité de ce nouvel ensemble. À cet égard, il importe, selon moi,
D'une part, de bien montrer que même si toutes les entreprises qui feront état de leur qualité d'entreprise de l'ESS seront considérées de manière identique, bien montrer que nous n'assimilons pas complètement les organisations dites statutaires et les sociétés commerciales, que les statuts demeurent porteurs de sens, que faire le choix de l'entrepreneuriat collectif est un choix différent de l'entrepreneuriat individuel et que ce choix, cette spécificité de l'entrepreneuriat collectif doit demeurer. Il importe également pour moi, d'autre part, que nous nous assurions que les sociétés commerciales qui vont rentrer dans le périmètre de l'ESS en respectent bien ces principes, dont en particulier les règles autour de l'encadrement de la distribution des bénéfices, d'où quelques amendements que je vous présenterai en ce sens tout à l'heure. Nous évoquerons également un article important, l'article 7, qui propose une révision de l'agrément dit entreprise solidaire, agrément qui permet aux entreprises éligibles notamment de bénéficier des fonds solidaires gérés par des sociétés spécialisées dans l'épargne salariale. Concernant les marchés publics, la Commission va devoir donner son avis sur 2 articles. L'article 9A, issu d'un amendement de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui vise à transposer l'article 20 de la directive 2014-24 UE sur la passation des marchés publics, l'objectif étant d'élargir le champ des marchés réservés, notamment aux travailleurs défavorisés, en plus des travailleurs en situation de handicap. L'article 9 prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ces schémas devront déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marché, intégrant des clauses sociales. On y reviendra tout à l'heure, notamment sur la dimension qualitative de ces clauses sociales. Concernant la transmission d'entreprise, je serai brève car c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et généré beaucoup de débats lors notamment du passage au Sénat. Ce que je déplore un petit peu d'ailleurs parce que je crois que la focalisation autour de ces dispositions a pour partie éclipsé le débat autour de l'ensemble des dispositions de ce projet de loi qui est, comme on l'a vu, très vaste et complet. Les dispositions en question sont les suivantes. L'article 11A qui a été introduit au Sénat, qui institue un dispositif d'information des salariés sur la reprise d'entreprise dans toutes les sociétés de moins de 250 salariés. L'article 11 qui instaure en cas de cession d'un fonds de commerce une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. On sait, on en a beaucoup parlé à l'époque, que de nombreuses entreprises cessent leur activité faute de repreneurs. Ainsi, désormais, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d'entreprise aura l'obligation d'informer préalablement ses salariés de son intention de céder. Dans ce contexte, les salariés auront l'opportunité, s'ils le souhaitent, de proposer une offre de reprise, individuelle ou collective, pour préserver la viabilité de l'entreprise et assurer la pérennité de l'activité et évidemment, bien sûr, de l'emploi. Ce nouveau droit ne remet pas en cause la liberté pour l'entrepreneur de vendre au prix qu'il souhaite et à qui il souhaite en cas de meilleure offre tierce que celle des salariés. L'article 12 prévoit la même disposition en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital de l'entreprise. J'aurai bientôt fini. Concernant les questions liées au droit du travail, les articles sur lesquels nous sommes saisis concernent principalement les structures que l'on appelle les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Les articles 32 et 33 sont en effet consacrés à ces coopératives d'activité et d'emploi, qui sont des structures innovantes au service du développement collectif d'activités entrepreneuriales individuelles. Ces structures souffrent aujourd'hui de l'absence de régime juridique de leurs salariés qui sont en fait entrepreneurs et associés de la coopérative. Cette insécurité juridique risque aujourd'hui d'entraver l'essor de ce nouveau mode d'exercice d'une activité professionnelle et des créations d'emplois dont il est porteur. Les articles 32 et 33 ont donc pour objectif de reconnaître légalement les CAE, de sécuriser le statut des entrepreneurs salariés en leur sein et d'encadrer évidemment les règles d'utilisation de ce nouveau régime juridique. Enfin, et sans avoir été exhaustive, je vous parlerai rapidement de l'article 49 qui prévoit l'ajout dans le cahier des charges des éco-organismes. Les éco-organismes, je le rappelle, sont des structures à but non lucratif auxquelles les producteurs soumis à ce qu'on appelle la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs, doivent transférer leur obligation de collecte, de tri et de recyclage. Donc cet article 49 prévoit l'ajout dans le cahier des charges des éco-organismes des conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion faisant partie de l'ESS et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets, puisqu'on sait qu'il y a là des gisements d'emplois assez importants, anticipés dès aujourd'hui et pour les années à venir. Ce texte est donc, à mon sens, un texte important et fondateur pour l'économie sociale et solidaire. Il donne à ce secteur des nouveaux moyens et des nouveaux leviers pour se développer.
Je vous proposerai de l'affiner, de l'améliorer encore pour les articles dont nous sommes saisis, en adoptant un certain nombre d'amendements que je défendrai. Et je vous inviterai ensuite à l'adopter, en attendant le passage en commission saisie au fond la semaine prochaine et le débat en séance publique du 28 au 30 avril. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.